Salut à tous, c'est Clément Random. Vous l'avez peut-être loupé, avec Vincent on a fait un live sur YouTube pour parler de la map et du dodo, plus spécialement le bivouac en bikepacking. C'est un live qui a duré à peu près 50 minutes. Donc là c'est une version plus courte, si vous voulez voir la version intégrale, elle est disponible sur ma chaîne. Vous trouvez le lien en description et sinon voilà, c'est parti pour la version plus courte. Yo, salut, comment ça va? Bonjour Internet. Déjà, première partie, évidemment, comment mapper, comment prévoir son itinéraire. Et là, on a rassemblé tout ce qui a trait vraiment à juste dormir et mapper, quoi. Première chose à savoir déjà avant de tracer les itinéraires, c'est savoir avec quel vélo on part, parce que ça joue énormément. Vélo de route, vélo de VTT, gravel ou quoi, déjà ça va énormément déterminer si tu restes sur la route, tu prends les petits chemins, etc. Donc ça, c'est un paramètre hyper important. Et aussi le temps que tu veux passer. Si tu as un voyage hyper court et que tu veux atterrir à une destination très vite, bah, tu vas plus choisir les routes. Si tu veux plus te faire plaisir sur les paysages, mais que t'es pas pressé, bah, tu vas peut-être faire moins de kilomètres, mais plus sur des petits chemins. Ça avance moins vite, mais ça peut être plus joli. Tu peux aussi choisir ou pas de passer par des grandes villes. Si tu as des contacts dans les grandes villes ou si tu as prévu de dormir chez des gens ou au contraire d'éviter les grandes villes. Ouais. Ou rester que dans des petits villages, être tranquille, mais toujours essayer de mettre quelques villages ou quelques villes sur la route pour faire les courses. Ça, c'est quasiment indispensable. Même les plus gros villages où, par exemple, moi, je me rappelle, en voyage, j'ai eu la bonbonne de gaz qui était finie. Bah, retrouver une bonbonne de gaz. Ok, hein. Bah, faut un décathlon, quoi, un intersport ou un truc. Moi, je crois que j'étais en République tchèque quand j'ai racheté une. Et pareil, il y avait pas de décathlon là-bas, mais c'était l'équivalent d'un décathlon dans un village taille moyenne. Et de toute façon, ces trucs-là, c'est assez standard. Donc, dès que tu as un magasin outdoor, tu trouves assez facile. Ouais, et éviter les grosses routes, les autoroutes, hein, ça, c'est cool. Et voilà. Faut pas trop. Ouais, mais on a vite fait de se retrouver dessus. Hein. Moi, je me suis déjà retrouvé dessus une fois en Espagne. C'était pas drôle. C'était très long. Il faisait chaud en plus. Et il faut savoir que parfois, il y a des barrières autour de l'autoroute. Donc, tu peux pas partir de l'autoroute. Même si tu veux enjamber le rail, bah non. Ouais. Et on a dû escalader une barrière avec le vélo chargé. Mais je sais que ça m'est arrivé aussi. Je crois que c'était en Allemagne, un truc comme ça. J'étais un peu perdu, je suivais plus mon itinéraire. Et tout d'un coup, tu suis à peu près les routes, les panneaux. Et puis là, je me rends compte que je suis sur une voie d'accélération. Et là, tu te dis, ouais, merde. Pas ouf. Mais je fais quoi? Est-ce que je continue et puis je sors à la première sortie? Mais si ça se trouve, j'ai 20 bornes à faire. Le contresens, c'est toujours le compromis pas facile. Mais voilà, c'est pour ça que quand tu le prévois à l'avance, t'évites ce genre de conneries. Et quand tu regardes bien ta map, une fois que tu l'as faite aussi, pour la faire, après, de toute façon, il n'y a pas 10 000 choix. Hein. C'est Strava ou Komoot. Pour tracer, Strava, Komoot. Strava, c'est pas mal parce qu'on peut facilement récupérer les itinéraires des autres. Il y a beaucoup d'itinéraires. Il y a la popularité qui est super bien pour trouver les belles routes à vélo. Et puis après, Komoot, pour moi, c'est un peu ce qu'il y a de mieux pour mapper. Surtout, l'avantage, c'est que tu peux mapper sur ton téléphone. Donc, quand tu es en voyage, que tu veux corriger un itinéraire, tu veux aller dans une ville où en fait tu pensais pas y aller, et bah bam, depuis ton téléphone, tu fais ta map, tu l'envoies à ton GPS et après c'est nickel. Leur algorithme est vraiment cool dans le sens où moi j'ai pu m'y fier. Tu mets vraiment ton point de départ, ton point d'arrivée, tu dis si tu veux le faire en gravel ou en route, tu fais confiance au truc et c'est vraiment bien fait. L'autre gros avantage de Komoot, je trouve, moi, c'est vraiment qu'il te donne une idée du revêtement de la route. Et en plus, tu as une bonne map pour le dénivelé. Donc, tu peux vraiment zoomer sur les parties, voir que là, tu auras tel pourcentage dans de la terre, dans des pavés, tout ça. Moi, c'est vraiment pour ça que je l'ai utilisé. Et que le guidage sur téléphone est bien fait aussi. Si tu n'as plus de batterie dans ton Garmin ou n'importe quoi. Autre que Komoot aussi, il y a pour le VTT, il y a Mountain Pass qui est pas mal, où c'est surtout des gens qui partagent leur map. Mais une gigawatt, quoi. Pareil, ça c'est vraiment pour trouver un peu de l'inspiration de map. Et moi, il y a un dernier point sur Komoot, c'est que tu peux télécharger ton itinéraire hors ligne et je pense que comme pas mal de gens, quand tu es en voyage, tu mets ton téléphone en mode avion pour éviter de vider la batterie inutilement et du coup quand tu as la carte hors ligne, ça te permet de pouvoir zoomer sur ta carte, aller regarder un petit peu ce qu'il y a autour et ben justement qu'on va aborder dans quelques minutes, trouver ton lieu de bivouac sans forcément utiliser un max de data et de batterie sur ton téléphone. Bah aussi, un truc qu'il faut dire, c'est je pense qu'avant de partir, il faut bien choisir son coéquipier ou ses coéquipiers. Le mieux, c'est de faire un test après, charger avec ton vélo sur une journée ou 2 journées pour voir comment ça se passe entre les gens, comment ça se passe tout seul. Est-ce que tu es à l'aise tout seul à faire du vélo pendant longtemps? Moi, j'ai essayé les deux. J'aime bien tout seul, mais pas trop longtemps parce que j'aime bien partager des choses et tout seul trop longtemps, je me fais un peu chier. Et je trouve ça un peu triste de faire des choses tout seul que tu pourrais partager. Mais par contre, quand tu pars avec des gens, il faut faire vraiment attention avec qui tu pars parce que tu sais que tu auras des tensions dans ce voyage, tu sais que tu vas être fatigué à un moment ou à un autre, c'est que et quand tu es fatigué, il y a des tensions et c'est là que tout peut changer, tu vois. C'est mon premier voyage, on est parti à 7 personnes. Du coup, là, on a fait toutes les erreurs qu'il fallait faire, on les a faites au début. Donc, il y a un gars qui avait pas de vélo, j'ai dû lui prêter un vélo, nuit blanche avant de partir. Première nuit au bord de la nationale, on a fait tout, quoi. Là, t'as vraiment testé toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. On a perdu une paire de chaussures, on a réussi à un gars qui a perdu sa paire de chaussures de vélo. On avait
tu sais que tu auras des mauvais moments et ça change tout que tu sois avec des personnes positives Ouais, ou négatives, tu vois, qui t'influent en mode non, mais c'est mort, vas-y, on laisse tomber, en mode non, vas-y, on va trouver une solution. Faut partir avec des gens que tu connais, quoi. ouais, c'est ça. Et qui ont un Ouais. niveau à peu près équivalent au tien, parce que sinon, tu vas être frustré. Mais lui aussi Ouais. va être frustré, enfin, Ouais, moi je suis exactement comme toi. J'ai eu l'occasion de voyager seul, de voyager à plusieurs sur mon tour d'Europe l'été dernier où je suis parti seul. Il y a eu quand même pas mal de moments où on était à plusieurs personnes. Au début, on a fait Paris-Bruxelles avec les gars de courrier, avec beaucoup de vélos cargo. Et franchement, c'était la bonne éclate. Mais l'entente était pas mal. Évidemment, comme tu dis, t'as des moments où avec la fatigue, ça commence à s'engueuler un petit peu. Bon, après, même pour les courses. En fait, quand il y a un choix à faire, c'est un moment de tension parce que c'est comme là en confinement, si t'es avec quelqu'un, tu fais toujours la même chose que lui. Enfin, t'as pas trop d'intimité, quoi. Tu non, dors ouais. dans Mais l'avantage, c'est que tu partages l'attente, tu partages des Ouais. bons moments quand même. Bah après, Et là-dessus, c'est l'avantage, positif, quoi. c'est que t'es tellement nombreux, c'est que tu fais un peu des sous-groupes. Et s'il y a quelqu'un à qui tu veux pas parler toute la journée, il y a moyen de le faire. Mais Ouais. comme tu dis aussi, en fait, tout prend plus de temps. Parce que bah, quand tu fais tes courses à 13, ça prend du temps de ouf. À 13, t'as en permanence quelqu'un qui a envie de pisser ou quelqu'un qui a plus de flotte et qui veut faire un plein de flotte. Donc en fait, chaque point d'eau, tu t'arrêtes. Ça prend beaucoup plus de temps que tout seul où bah, tu vas faire 2 pauses flotte dans la journée, une pause bouffe et 3 pauses pisse et puis c'est tout, quoi. Donc ça change aussi. Bah, c'est Et je suis sûr. d'accord que tout seul, il y a des moments, c'est cool, c'est hyper ressourçant de rouler tout seul, tu fais vraiment ce que tu veux à ton rythme et tout ça. Et il y a des moments, tu as envie de partager aussi ce que tu fais et c'est cool C'est d'être. ça. Pour moi, le mieux, c'est vraiment d'être à deux et avec quelqu'un que tu connais bien parce que tu peux te permettre de pas parler pendant une journée. Enfin, pas pendant Ouais, toute la journée, mais pas parler pendant longtemps et de te dire, vas-y, moi, je fais un jour, on fait 2 jours où on roule, ou genre, moi, à un moment, on s'est séparés avec mon pote, on a dit, bah, tiens, ouais, toi, tu voulais voir ça, mais t'empêches pas d'aller voir ça, tu vois, si tu veux rester ouais. avec moi, parce que moi, je suis pas trop chaud. Ah, c'est pas Et mal ça. vraiment, à deux, c'est vraiment cool. Plus que deux, c'est compliqué. Plus que deux, c'est vraiment compliqué, je trouve. Ouais, Deux, c'est parfait parce que tu peux partager ta tente. Parce je suis que d'accord. il y a toujours un mec pour t'aider. C'est plus facile de partager les tâches, de partager le poids, partager les courses. Exactement. Bah, même sur Et les courses, un qui garde le vélo et l'autre qui va faire les courses, c'est des ça. trucs bêtes, hein, mais ouais. Bah, tu vois, moi, par exemple, j'y vais beaucoup avec le rythme du soleil en voyage. Donc, en Mm. fait, ça veut dire que je me levais tôt le matin et je partais rouler relativement tôt. Et à un moment, j'ai rencontré un Anglais avec qui on a fait Cracovie-Berlin, donc de Pologne à l'Allemagne ensemble. On se connaissait quasiment pas. Enfin, on s'est vu 3 jours au championnat polonais de coursier à vélo. Et en fait, on avait un niveau assez similaire, donc ça, c'était cool. Et on s'entendait bien. Et je sais que lui, il aimait bien le matin prendre son temps dans la tente. Et il y a des matins, il se levait à 10h et il se levait, il neigeait, il retournait pioncer dans sa tente, genre petit sieste, et il décollait pas avant 11h. Et il y a des fois, moi, après, ça me saoulait, tu vois. J'étais là, putain, mais vas-y, je suis chaud, je suis levé, j'ai envie de partir rouler, quoi. Et le gars était dans sa tente. Même si t'as le même niveau en vélo et tout ça, comme tu dis, t'as des attentes sur le voyage qui peuvent être hyper différentes. Que faire quand on ne peut pas partir seul et qu'on n'arrive pas à convaincre ses amis de partir avec toi? Et Ouais, bah, faut essayer de partir seul un petit peu. Et ça peut-être que ça va les inspirer du coup. Tu leur ouais, enverras des photos, regardez, et, c'était super cool. Et commencer aussi par un truc facile, genre la Loire. C'est ouais, accessible à tout le monde, c'est plat, il y a des endroits pour bivouac partout. ouais. Commencer doucement quoi. Je sais que moi j'ai essayé de partir avec ma copine et c'est des petits débuts comme ça, genre on commence par une excursion à 30 km vraiment pour juste pour Ouais. camper et après on peut petit à petit gratter un peu. Et faut pas forcer les gens après de toute manière. Exactement. Et il y a un truc qui est super cool pour ça. Moi, je sais que je suis un peu tombé par hasard sur les trajets des Eurovélo en voyage. Et en fait, le gros avantage des trajets Eurovélo, surtout en été, c'est qu'en fait, t'as plein de monde qui voyage. Donc moi, dès le premier jour où j'étais seul, je me rappelle, j'ai croisé un couple d'Anglais au Luxembourg. Et en fait, je les ai croisés en fin de journée. Ils étaient en train de chercher un camping. Et du coup, on s'est posé au camping ensemble. On a passé la soirée ensemble. Et le lendemain, on a roulé jusqu'à Luxembourg, le centre-ville ensemble. Et bon, après, on s'est séparés. Et ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça de croiser des gens. En Autriche aussi, j'ai croisé une famille qui voyageait à vélo tous en famille. Et l'aîné avait 13 ans, tu vois. Ils étaient super jeunes, les enfants. Et moi, j'ai trouvé ça super sympa. Je pense que faut pas forcément avoir peur de partir seul. Parce que ça t'ouvre aux autres, de toute manière, là, tout seul, ça te force à t'ouvrir un peu aux autres gens. Ouais. Donc c'est un peu sortir de la zone de confort, ça fait peur, hein, de toute manière, d'être tout Exactement. seul, parce que tu dis, en niveau sécurité, niveau ça, mais c'est bien aussi d'apprendre à vivre un peu tout seul. Et Ouais. c'est des moments qui font vraiment du bien, mais moi, je suis d'accord pour dire que trop longtemps tout seul, c'est chiant. Bon, bah, on peut passer maintenant à comment on va trouver le lieu de bivouac, je pense. Petit rappel de la loi, évidemment. On a le droit de faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Alors, à savoir qu'en France, on peut bivouaquer partout où c'est pas interdit. Les endroits où c'est interdit, il y a tout ce qui est réserve naturelle, parc naturel, etc. Les bords de mer sont interdits au bivouac. Il faut pas se trouver à moins de 200 mètres d'un point d'eau civil, c'est-à-dire une fontaine ou un truc comme ça qui est vraiment prévu pour du public. Ça veut pas dire à moins de 200 mètres d'un lac ou un truc comme ça. Et interdit à moins de 500 mètres de tout ce qui est monument historique, patrimoine historique, etc. Et puis le dernier point, évidemment, tout ce qui est terrain privé. Mais avec toutes ces réglementations, ça nous laisse quand même pas mal d'endroits où on peut se poser pour le bivouac et pas mal d'endroits dans la nature super, super stylés. Ouais.
Et de toute manière, faut toujours garder en tête que les lois, elles sont faites pour qu'il n'y ait pas d'abus, pour pas que tu viennes squatter un lieu, que tu te poses et que tu habites une semaine à côté de la fontaine du village. Tu as besoin d'eau, en fait, C'est la vie. pour faire ta journée. C'est pour ça qu'ils veulent pas que tu sois à côté, c'est que tu restes pas longtemps, quoi. En Ouais. soi, moi, on m'a jamais emmerdé de tous mes bivouacs sauvages quand tu restes pas longtemps et que tu respectes les règles. Les grandes règles, des règles de base, quoi. De respecter un peu les interdits. Si t'as un panneau qui a écrit camping sauvage interdit, soit Ouais. c'est parce que les gens sont chiants et donc on fera chier, soit c'est parce que tu peux peut-être être en danger. Peut être aussi pour ta sécurité, il faut pas prendre tout en C'est ça. interdit. Donc, faut se renseigner de toute manière. Et après, moi, mes règles de base à moi, c'est déjà d'être discret. J'essaie Ouais. toujours un maximum d'être discret et de faire comme si vraiment j'avais pas le droit d'être là. Je me cache pas, mais je suis vraiment discret. Je fais pas de bruit. Je mets pas de la musique trop fort, tout ça. Les règles de base, c'est aussi rien laisser, quoi. Vraiment, bien se renseigner. C'est pas une zone protégée ou une zone Natura 2000 parce que moi, j'ai déjà dormi une fois dans une zone en Normandie, vers Ouistreham, où c'était Natura 2000. Mais donc, faut bien se renseigner avant pour pas avoir ces problèmes-là, quoi. Faut chercher un maximum le calme, loin des routes, loin des chemins. Il faut éviter de faire du feu. Parce que déjà, c'est mal vu de faire du feu, c'est dangereux. Si t'as besoin de feu, tu t'arranges, mais sinon, faut éviter. Et tu l'as dit aussi, la météo, faire attention à la météo. Je sais qu'en voyage, et surtout quand tu pars un peu longtemps, c'est hyper important de regarder la météo parce que tu vas pas du tout choisir le même endroit où dormir si tu sais qu'il y a un gros orage la nuit. C'est sûr. Il va faire super beau et ciel étoilé. Moi, je sais que quand il y a vraiment des gros orages, bah, j'essaye de privilégier autre chose, par exemple, que le bivouac sauvage, par exemple du warm shower, de l'auberge de jeunesse ou quoi. Bon, des fois, tu te fais du camping. Parce que bon, ça se fait aussi quand même quand tu as des orages, de dormir dans sa tente. De toute façon, bon, j'ai pris des orages avec ma tente. Pareil. C'est pas le souci, mais c'est pas très agréable parce que déjà, t'as le bruit de l'eau qui est sur la tente. C'est vrai. T'as toujours peur. Tu te dis, imagine là, il y a ma tente, elle s'envole ou elle se déchire, ou il y a de l'eau qui commence à rentrer et je dois sortir de ma tente. Et quand t'es dans ton duvet, que t'es bien, t'as aucune envie de sortir ta tente parce que tu sais que tu vas galérer sous la pluie et après tu vas te mouiller toute ta nuit, quoi. Donc, pour trouver un endroit, si t'es en VTT, ça va vite parce que tu le vois directement, tu tombes dessus par hasard. Si t'es en véloroute, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que sur la route, moi, ce que je fais, c'est que souvent, j'utilise Google Maps et que je trouve un espace vert un peu loin des routes. En lisière de forêt, on est un peu sur le meilleur truc. Exactement, parce que du coup, la forêt magasine bien la chaleur de la journée. Donc, en début de soirée, il va toujours faire beaucoup plus chaud dans la forêt que dans une plaine. Et le matin, par contre, c'est un peu l'inverse. Il a fait froid la nuit, donc le soleil va plus vite réchauffer la plaine que la forêt. Donc, l'idéal, c'est de se trouver sur le bord de la forêt, dans la forêt, et pour avoir chopé les rayons du soleil le matin, ça, c'est un peu le lieu parfait. Tu te réveilles et que tu as les premiers rayons de soleil sur toi, c'est vraiment, vraiment cool. Maintenant que tu as trouvé ton endroit, faut surtout penser à prendre de l'eau. Faudra de l'eau de toute manière pour manger, pour boire la nuit et pour te laver le visage si t'as envie. Exactement. Moi, c'est dans ma to-do list ce soir avant d'arriver sur mon lieu de bivouac, avant même de le chercher. Je vérifie déjà que j'ai des courses de bouffe pour le dîner et le petit déjeuner du lendemain. Et je fais un plein de flotte. Il faut absolument que j'ai mes 2 bidons de flotte qui soient vraiment pleins avant d'aller dormir. Parce que sans eau, quand tu cuisines un peu, tu te fais du café le matin, tu consommes facile un bidon, plus que tu vas boire dans la nuit ou en fin de journée. Donc, très rapidement, tu arrives sur ton lieu de bivouac avec tes 2 bidons pleins. Le lendemain matin, le que tu fais, c'est que tu fais un plein d'eau parce que tu es déjà. Vers 15-16 heures, il fait encore bien chaud et j'essaie de me faire une petite toilette dans une fontaine ou dans un truc parce que je sais que j'ai fait le plus dur de ma journée. Enfin, vraiment en fin d'après-midi, début de soirée. Et là, je me lave et je lave mon linge. Et je finis la route juste en shorts. Genre shorts sans caleçon et je trouve ça super pour rouler. Ceux qui font pas, je le conseille. Comme ça commence à sécher sur mon vélo. Et le temps que j'arrive, ça va bien sécher au soleil et ça peut finir de sécher pendant que je mange mon repas, tout ça, parce que la nuit, ça sèche super mal et le matin, il y a la rosée. Quand t'as ton linge qui pend, t'as les gens qui se voient, un mec avec sa tente et le linge qui pend, ils ont un peu une mauvaise image de toi déjà. C'est vrai. Alors que normalement, moi, j'essaie de maximum tout laisser dans la tente. Attends, on va corriger ça tout de suite. Voilà, c'est corrigé. Mais tu as raison, moi c'est un truc que je faisais mal, c'est sur le laver tes trucs ou quoi. Je sais que très souvent en fait, je lavais mes fringues le soir quand j'arrive sur le lieu de bivouac. Et du coup, le problème c'est que comme tu disais, tes fringues en fait ont pas le temps de sécher parce qu'il fait vite nuit et la nuit ça sèche pas ou très peu. Et du coup, le matin, tu remets le cuissard qui est encore un peu humide. Franchement, un cuissard aussi séché, c'est pas ouf. Ouais, mais justement, moi, je le rince au moins à l'eau douce pour enlever le sel, tu vois, parce que tu trouves toujours un lac, une rivière, un point d'eau pour laver tes fringues, c'est super facile. Et du coup, bon, le matin, c'est les 10 premières minutes qui sont un peu chiantes, parce que quand il fait pas super chaud le matin, enfiler un cuissard humide, ça pique. Pas génial. Et bon, voilà, c'est du matériau technique, donc de toute façon, sinon, en 10 minutes après, c'est sec, donc ça, c'est cool. Bon, maintenant, on peut partir déjà sur le lieu. Une fois que t'as cherché ton lieu, t'as trouvé ton lieu, t'as de l'eau dans tes gourdes, tes vêtements, ils sont propres. Ouais. T'arrives dans ton lieu. Ouais. Déjà, moi, je regarde la météo. Je recheck la météo.
Et s'il prévoit de la pluie et que j'ai pas envie de rebouger, je me mets pas dans une cuvette ou près d'un plan d'eau parce que l'eau, ça peut bouger, il peut y avoir des glissements de terrain ou même juste simplement si l'eau elle s'accumule un peu dans un creux et que ta tente elle est dans le creux, Et bah, après, tu auras les pieds dans l'eau. Ensuite, je prends le temps d'observer 10 minutes, ouais, même pas 10 minutes, mais d'observer un peu, de voir le passage. S'il y a du passage de gens, du passage d'animaux. Je regarde s'il n'y a pas une piste d'animaux sauvages ou d'animaux de ferme. Et ouais, j'écoute. Et j'écoute parce que, par exemple, la nuit, quand tu es dans ta tente, t'as que les bruits qui te donnent des informations. Et parfois, tu as l'impression qu'il y a des voitures qui foncent sur toi, qu'il y a un mec qui marche, alors que putain, c'est juste un insecte toi, un alors. insecte qui marche dans les feuilles ou une voiture qui est super loin. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, je me rappelle comme ça une anecdote marrante. J'étais en bivouac en Allemagne, il me semble, et j'étais dans une forêt, j'étais dans mon hamac, j'étais plutôt bien, j'étais posé, et au milieu de la nuit, je sais pas, il devait être 3-4 heures du mat, et là, j'entends des bruits, tu vois, dans les feuilles mortes. Donc là, je me dis, ah, il y a un truc et tout. Puis je sens que ça marche, puis ça se rapproche, tu vois, donc je me dis, merde Et et c'est tout. fort en plus, hein, comme bruit. Ouais, fort. Et j'avais fait les choses bien, tu vois. Quand j'ai beaucoup de bouffe et que je suis vraiment au milieu de la forêt et qu'il peut y avoir des animaux, je mets ça dans un dry bag que j'accroche un peu en hauteur dans un arbre ou un truc comme ça pour qu'au cas où tu un sanglier ou un truc qui cherche de la bouffe, qui vienne pas te défoncer la tente ou quoi. Et du coup, j'étais là, ouais, bah, peut-être qu'il a senti la bouffe, je me suis en hauteur et tout. Et puis, autour de moi, je me dis, bon, je vais tomber sur quoi? Un sanglier, un truc comme ça. Puis, en regardant par-dessus mon mac, je vois l'animal. Et la surprise, c'était un écureuil. Et en fait, c'est juste qu'il était juste à côté. Et comme tu dis, dans la forêt, t'as pas de bruit. Donc en fait, Hmm. le moindre animal, bah, ça fait un bruit de ouf. Donc il y avait Ah, je suis juste. un genre de ouf. En fait, j'étais sur son terrain. Donc lui, comme toute nuit, tu vois, il se balade, il va chercher un peu de bouffe et tout ça. Et donc, bah, évidemment, ça fait du bruit. Donc, moi, mais j'avais vraiment l'impression que c'était un animal énorme. Ça me fait marrer. Je l'ai pas dit tout à l'heure aussi, mais peut-être faire attention aux arbres. Regardez qu'il n'y ait pas des arbres trop pourris qui peuvent tomber. Ça Ah m'est ouais, jamais arrivé, j'y c'est ai vrai. jamais pensé, mais c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, on Bah, sait tu jamais. combo attention à la météo si t'as du vent. Parce que Hmm. bah, beaucoup de vent, une tempête ou quoi, bah, tu fais attention aussi. Un arbre, ça fait mal quand même, Ouais. en plus. Et toujours Pas aussi, agréable, le vent, essayer de bien se positionner par rapport au vent, bien tourner sa tente c'est par sûr. rapport en fonction de quel type de tente tu as. Tu as toujours, j'imagine, une ouverture qui peut prendre le vent. Alors après, faut que le terrain soit plat, déjà. Tu dors mieux quand c'est plat. Surtout quand t'es deux. Quand t'es deux et que le terrain est pas plat, tu tombes sur l'autre. Ah bah ouais, ouais, exactement. Et c'est pas ouf. Et pas droit, et tu vas vouloir choisir le côté un peu plus plat et donc tu vas te finir sur la gueule, tu vas mal dormir. C'est ça. Faut pas qu'il y ait de cailloux, faut bien checker. Toujours, le mieux, c'est quand même que ce soit fait de jour, ça. Regarder Ouais. les cailloux, nettoyer, qu'il n'y ait pas des ronces qui viennent percer ton matelas. Mhm. Et pas les trous de taupe. Parce que moi, j'ai déjà fait une nuit dans un trou de taupe. Je me rappelle, il était exactement là. Et ça fait très mal. Pas agréable. Ah ouais, non, c'est pas cool. Non, moi je Faut pas check dormir au pied à d'une quatre, falaise aussi. ouais. Moi je check toujours à quatre pattes, voir s'il n'y avait pas même un Hmm, petit morceau de bois ou quoi, parce que ça, tu peux ne pas le voir parce qu'il y a un peu d'herbe ou quoi, ou ça peut te c'est paraître ça. ridicule, mais une fois qu'il t'arrive au milieu du dos et que tu es posé dans ta tente, que tu as fermé le sac de couchage et tout ça, C'est très chiant. Très, très chiant. Ou déjà, le mieux, c'est de s'allonger quand même. Une fois que t'as mis la tente, tu t'allonges dans ton j'en ai matelas pour dit tester un que peu. Nibali, c'est quand même. Ouais, on a un pote qui s'est fait charger par des sangliers. j'en ai pas. Mais c'était pendant qu'il faisait du vélo. Il roulait de nuit dans la forêt aussi. C'est pas les meilleures idées. Ah ouais, Il roulait bah, de moi nuit je en suis. véloroute. Après, ouais, je disais, faut pas dormir au pied d'une falaise. Parce que parfois, les cailloux, ils tombent. Et un caillou Ouais, sur ta tente, bah, c'est le caillou qui gagne quand même, a priori. ouais, non, ouais. T'as de fortes Et chances. le dernier point, c'est vraiment de planter sa tente le plus tard possible. Enfin, Et toujours s'installer avant le coucher du soleil. François aussi qui nous dit le vent qui s'engouffre sous la tente, c'est pas ouf. Et je hmm, sais, moi, bah, j'avais hamac et tente l'été dernier. Et grosse différence, t'as quand même beaucoup plus chaud dans une tente. Parce que le hamac, c'est t'as sûr, quand rien même à voir. qui circule tout autour de toi. Donc c'est bien l'été, c'est trop bien pour chiller en journée ou quoi. Ou pour se poser, s'asseoir et tout, c'est vraiment cool. Mais ouais, s'il fait un peu frais ou qu'il y a du vent, la tente, c'est quand même beaucoup mieux. Ça Hmm. t'isole bien mieux Ah, le c'est vent. sûr. Je Ouais. pense qu'on est bon du coup sur le Sur le bivouac, bivouac. ouais, tous les deux, on a testé quand même pas mal d'autres solutions. Moi, la première que j'avais testée depuis longtemps, c'est Warm Shower. Warm Hmm. Shower, c'est un réseau comme Couchsurfing qui permet de se faire héberger gratuitement des voyageurs à vélo. En fait, c'est entre autres ce qui m'a donné l'envie de voyager parce que quand j'étais en coloc à La Rochelle, j'étais hôte Warm Shower et j'accueillais pas mal de monde, surtout qu'on était vraiment sur la Vélodyssée. La Vélodyssée passait dans notre rue. Donc l'été, on avait quasiment une demande d'hébergement par jour. Et en fait, c'est trop bien, même en tant qu'hôte, en fait, parce que tu héberges des gens, les gens te racontent leur histoire de voyage, etc. C'est des gens de plein de pays différents. Donc, en fait, dans ta tête, tu voyages autour, tu voyages Hmm. en. Dispo. Moi, une fois, je voulais aller à Nantes.
Ouais. Et je voulais pas tout faire en un coup parce que ça me faisait un peu loin. Et je me suis dit, bah, je peux peut-être demander à un joueur sur la route. T'envoies un mail. Faut toujours, par contre, les règles de base, hein, c'est d'avoir un compte où tu t'es bien présenté avant. Ouais, Une photo normale, pas une photo de toi masqué parce que ça peut faire un peu chelou. Enfin, surtout que les montrer gens, digne de confiance. Et après, de vraiment mettre une vraie description. ouais. Et de toujours, après, être sympa. Quand tu dors chez les gens, il y a un système de commentaires comme sur plein d'autres applications où si c'était positif, laisser un commentaire positif et pas oublier de le faire parce que c'est un peu la base et c'est comme c'est pas des lettres de motivation, mais bon, si t'as des bons commentaires, forcément, les gens, ils vont plus t'accepter, quoi. Et si tu te permets, moi, je me suis permis parfois de demander au dernier moment et ça fait la différence qu'on dise, le mec est super sympa, les gens accepteront plus facilement. Moi, j'ai demandé une fois pour dormir à 18h pour 19h, tu vois, et ils ont dit, ouais, pas de souci, Et puis super rencontre aussi, je me rappelle. En Italie, je devais passer une nuit à Milan et je me suis retrouvé chez un gars qui s'appelait Daniele, qui est coursier à vélo à Milan. On est un peu dans le même milieu à Paris et du coup, on s'est trop bien entendu et au final, je suis resté une semaine chez lui. Moi, je sais que j'ai déjà dormi chez des gens grâce au pass Facebook en disant bah ouais, je suis toujours en se présentant. Je m'appelle Vincent, je viens de là, je fais ça, je suis tout seul, on est accompagné, on est 2, on est 6, on est 10. Je vais là, est-ce que quelqu'un pourrait me loger ou me prêter un bout de jardin? Et c'est les mêmes règles que le porte-à-porte, c'est un autre point aussi. Toujours bien se présenter et pas trop demander d'un coup. C'est un peu hypocrite, on peut dire, mais faut pas dire est-ce que je peux dormir chez toi. Pour vraiment prendre la température, moi, ce que je fais, c'est que je demande de l'eau. Déjà, je demande de remplir les gourdes, parce que souvent, c'est l'heure où je vais aller me coucher, je demande de remplir les gourdes. Et je dis, est-ce que vous connaissez des coins où dormir ici? Soit ils me disent, bah, il y en a pas du tout, ou soit ils me donnent des bons coins. Et je préfère quand même dormir dans un bon coin que chez des gens, parce que, à part si ça fait vraiment un mois que j'ai pas dormi dans un lit et pas pris une douche, je préfère dormir dehors parce que c'est plus agréable que chez des gens et t'es pas obligé d'avoir les codes sociaux que t'as en civilisation quand t'es tout seul. Mais ouais, sinon, les gens, ils vont dire, bah, écoutez, moi, j'ai un jardin. Tu peux forcer un peu, dire, ouais, moi, j'ai une tente. C'est vrai que là, vous avez un jardin, peut-être que je peux dormir dans votre jardin. Après, peut-être que ils ont une chambre d'amis, ils vont te laisser la chambre d'amis. Moi, je sais qu'une fois, j'étais à la pizzeria, et je parlais au mec, on disait, ouais, nous, on fait du vélo, tout ça. Et le gars, il dit, mais ça vous dit de prendre une douche chaude et dormir dans un lit? Je dit, bah, ouais. Venez chez moi. Globalement, quand t'es à vélo, les gens ils sont super sympas avec toi. Déjà, t'es voyageur et en plus à vélo, je pense que les gens ont quand même une ouverture d'esprit qui est autrement différente. Je me rappelle aussi, à propos de porte-à-porte, quand on est parti à Bruxelles avec les gars de courrier, tous en cargo, donc on était 13, et puis on tombe sur un jardin, une super grande maison, et puis on voit les gens, et puis il y avait JB et un autre pote, ils vont demander aux gens, ils disent ouais, à tout hasard, on cherche un endroit où dormir, est-ce qu'on peut attendre dans votre jardin ou pas? Les gens voyant 2 personnes disent bah peut-être, pourquoi pas. Et les gens prennent 7 et disent quoi, 7 personnes? Et mon pote répond ah non 17. Je crois bien qu'on était 17, ouais. Et au final il y a eu un petit peu de discussion entre nous et eux et au final ils ont hébergé 17 personnes à dormir dans leur c'était trop cool pour nous, c'était vraiment le truc inattendu et les gens étaient vraiment adorables. Bon, c'était en plein été, il faisait super chaud, donc finalement on n'a pas planté une seule tente, on a tous dormi à la belle dans le jardin. Mais ils nous ont apporté un tuyau d'arrosage, ils nous ont apporté un barbecue pour qu'on puisse faire cuire des trucs ou quoi. Bon, au final on s'en est même pas servi et ils nous ont donné l'accès à leur toilette ou quoi. Donc franchement c'était royal quoi, c'était des trucs inattendus, surtout quand t'es si nombreux. Pas hésiter à toquer chez les gens, il y a plein de gens donc tu peux être super content de participer en fait à ton voyage ou partager une histoire avec toi. Et dans les grandes villes, après, il y a toujours les auberges de jeunesse de toute manière. Certes, c'est payant. Moi, j'essaye toujours de jamais payer pour dormir. Dans les grandes villes, c'est plus compliqué. Et une fois à Milan, j'ai pris une auberge de jeunesse. C'est cool parce que ça te fait une petite coupure dans ton voyage et t'as le temps vraiment de visiter une ville. Tu peux, si tu veux te faire des musées, tu peux, si tu veux te faire des trucs que tu ferais pas autrement. Moi, ça m'est arrivé aussi, surtout quand j'étais en Europe de l'Est, je l'ai fait en Pologne et en République tchèque. Et là, le prix moyen de l'auberge de jeunesse est de 6 euros. Donc à ce prix-là, tu vas quoi. Ouais, c'est rien du tout. Surtout en Pologne, il y avait une auberge de jeunesse, c'était 6 euros, petit déjeuner compris. Donc je me dis, mais en fait, c'est le prix que je mettrais dans un petit déjeuner presque. Donc vas-y, j'ai un lit, une douche. En plus, tu dépends de personne, donc t'es pas obligé d'aller raconter ta vie aux gens, etc. Il y a des fois, tu as envie d'être un peu tout seul. Et puis, tu rencontres d'autres voyageurs. Tu rencontres forcément des gens à peu près de ton âge. Genre sur un mois de vélo, là, quand j'ai fait le tracé de la French Divide, j'ai dépensé en tout, en comptant le billet de train retour d'Hendaye, j'ai dépensé moins de 300 euros. Et je prévois toujours 10 euros par jour de bouffe. Parce qu'en moyenne, tous les repas compris, je dépense 10 euros par jour et après, j'ai pas eu d'autres frais. J'ai eu un frais, les frais que j'ai eu, c'était de réparer mon vélo. À part ça coûte vraiment pas cher. Et c'est vraiment le gros avantage, c'est que pour 300 euros, tu pars un mois, je sais pas, et tu vois des paysages de fou. Je sais pas comment tu peux avoir ça autrement. Après, il faut prendre aussi en compte le prix du vélo et des équipements. Mais après, tu peux
peux t'équiper à différents niveaux, mais bon, c'est de l'investissement, donc ça veut dire que tu peux t'en servir pendant 2 jours sur un week-end ou pendant 3 ans si tu voyages, je sais pas, toutes les semaines, tous les ans ou quoi. C'est de l'investissement, on va dire, vite rentable. En fait, la différence de prix de la bouffe quand tu es tout seul, moi j'ai été étonné de payer un petit peu cher la bouffe quand tu es tout seul, alors que quand on a voyagé à 2, tu doubles pas le prix quand tu manges pour 2, parce qu'en fait, tout seul, tu achètes toujours les toutes petites portions. Et en plus, au kilo, ça coûte toujours beaucoup plus cher les petites portions. Donc à deux c'est peut-être même moins cher. Après, ouais, bon, j'ai oublié de le dire, mais dormir chez la famille, c'est toujours cool, quoi. Ouais, amis, famille. Ça fait toujours plaisir. Surtout si tu voyages en France, j'imagine que tu as des amis ou de la famille un peu partout. Et faut faire aussi attention à côté des plans d'eau parce que la pêche, c'est vraiment surveillé. Il y a souvent des gens qui bivouaquent à côté des plans d'eau qui pêchent. Et moi, je me suis fait réveiller une fois par un garde-pêche qui m'a demandé ce que je foutais là, est-ce que je pêchais, tout ça. Je comprenais pas ce qu'il voulait, mais... Sur le bivouac aussi, pas se mettre près des chemins, je sais que ça m'est arrivé quand j'arrivais en Belgique. J'avais voulu faire une grosse étape, du coup j'étais arrivé de nuit, genre vers minuit. En gros, je me suis éloigné dans la forêt en partant du chemin. Et quand tu as ta lampe, tu penses t'éloigner, d'être super loin du chemin, de rien voir. Et finalement, juste à côté. Tu marches, tu pousses ton vélo entre les arbres, etc. etc. Vraiment, je me retourne, j'éclaire avec la lampe, je vois pas le chemin, je me dis, je suis super loin. Je dors et le lendemain matin, je commence à émerger un peu. Puis là, j'entends qu'il y a un jogger qui passe en courant pas loin. Et en fait, tu te rends compte que de nuit, t'es hyper perturbé par les distances. Et en fait, j'étais genre à 10-15 mètres du chemin. Et du coup, du chemin, on voyait carrément la tente, quoi. Donc voilà, bon, je pense qu'on a répondu quand même pas mal à ce sujet, puis aux questions qu'on a pu avoir sur le live. En tout cas, c'était super cool de partager ce petit moment avec toi, Vincent, et puis avec tous les autres qui nous regardent. Voilà. Normalement, ça sera disponible en replay, si je dis pas de conneries, et j'espère, parce que c'est dommage d'avoir loupé tout ça. Et voilà. Et si vous avez d'autres idées de grands thèmes à aborder, même si on a quand même pas mal d'idées de notre côté, n'hésitez pas, et je pense qu'on va se faire des petits ouais. Voilà. Moi, pareil, je trouve ça cool de faire ça, même si je sais que sur Internet, il y a pas mal de vidéos qui traitent de sujets qui sont sûrement mieux faites que la nôtre. Les gens qui ont plus d'expérience, mais justement, je trouve que c'est pas mal d'avoir le point de vue de gens comme nous qui ont pas... Moi, ça fait 5 ans que je fais ça, donc on n'a pas tellement d'expérience que ça, et bon, je suis resté en France, on n'a pas fait des trucs de ouf, quoi. Et donc c'est pour ça, et c'est à l'intention des débutants surtout, quoi, je pense. Exactement. Surtout c'est le moment, là, parce que si cet été on peut pas partir de la France, et bah ça va être cool de faire du bivouac en France. Voyage à vélo, ça va se développer à fond là du coup. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vos potes ou ceux qui voudraient avoir envie de voyager ou quoi, si ça vous a plu. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah ouais, j'espère. Allez.